Bonjour et bienvenue dans notre émission Questions aux experts. À la veille de Noël, nous abordons aujourd'hui un sujet qui va concerner beaucoup d'entre vous, comment récupérer des repas de fête. Et nous sommes avec le docteur Patrick Serrogue. Bonjour docteur Patrick Serrogue. Vous êtes nutritionniste et vous allez répondre durant 20 minutes aux questions de nos internautes. Nos internautes qui ont un certain sens de l'anticipation et qui se disent que peut-être vaut-il mieux prévenir que guérir et qui, pour beaucoup, posent la question, faut-il se mettre à la diète quelques jours avant ces repas de fête ? Ce n'est pas une bonne idée, imaginez-vous, de se mettre à la diète avant les repas de fête. Alors pourquoi ? Tout simplement parce qu'en réduisant son alimentation avant les fêtes, on risque en fait de manger plus au cours des fêtes et de pouvoir surtout moins bien le supporter. Parce qu'on a une espèce de fringale à cause de cette diète ? Plusieurs choses. Si on fait par exemple une alimentation très restrictive, on va avoir un estomac qui va se rétrécir un petit peu et on va avoir aussi une diminution de la sécrétion des sucs digestifs pour pouvoir absorber les nutriments. Or, tout d'un coup, on va avoir une abondance alimentaire très importante, et là, on risque effectivement de passer une très très mauvaise nuit le soir des fêtes. Ce qui n'est pas le but. Je vous rappelle que cette émission se déroule en direct, et si vous êtes abonné à la page Facebook ou au site Pourquoi Docteur, vous pouvez poser vos questions au docteur Patrick Serrogue en utilisant soit la chatbox, soit la boîte de dialogue située en bas de votre écran. Un déjeuner ou un dîner de réveillon, quel est le plus difficile à gérer pour l'organisme, le midi ou le soir ? Non, ça n'a pas une grande importance dans la mesure où les dîners finalement de réveillon vont durer souvent des heures. Donc, et on ne va pas manger aussi rapidement que si on avait, dans les heures qui suivent, un travail à faire. Donc en fait, ça va être étalé dans le temps. Donc ça, c'est plutôt un avantage. Donc que ce soit le midi ou que ce soit le soir, ça ne va pas changer grand-chose. Et alors justement, des internautes nous demandent le temps passé à table, est-ce que ça a un impact sur les effets du repas ? Alors oui, le temps passé à table a un impact, parce que si vous passez par exemple 3 ou 4 heures à table, vous avez, dirons-nous, la digestion qui va s'amorcer progressivement, et vous allez déjà avoir une partie des aliments qui sont dans l'estomac, qui vont commencer à passer lentement dans l'intestin. Donc en fait, la digestion va s'étaler. On sait que la digestion dure très longtemps, mais le début de la digestion va s'étaler et ça sera plus confortable, dirons-nous, au point de vue des sensations gastriques que l'on peut avoir. Mais plus on reste à table longtemps, plus on mange. Alors, pas forcément, justement, pas forcément, parce qu'il y a toujours un effet de rassasiement. Au bout d'un moment, on n'a plus tellement envie de manger. Et on relance très souvent l'envie de manger par exemple, vous savez, on vous donne quelquefois une petite glace entre deux plats pour justement essayer de relancer un petit peu les sucs digestifs pour que vous ayez envie de nouveau de prendre un nouvel aliment. Le trou normand. Le trou normand. Alors, il n'y a pas que la mauvaise humeur du lendemain matin, il y a aussi parfois le problème du poids. Est-ce que se peser avant cette période des fêtes, c'est utile pour essayer de contrôler d'éventuels excès ? Ah, ça, c'est une bonne question. Il faut surtout ne pas se peser pendant les fêtes. Alors, pourquoi ? Parce qu'il y aura des variations de poids qui vont être très importantes. La raison en est non pas l'accumulation de graisse, mais la consommation de sel qui va être beaucoup plus grande que d'habitude. Et donc, le sel entraîne obligatoirement un stockage d'eau. Donc, vous pouvez très bien prendre 2, 3, voire 4 kilos au cours de ces fêtes, sans pour autant avoir pris 1 gramme de graisse supplémentaire. Donc, ne touchez pas à la balance, laissez-la faire la trêve de Noël. Absolument. Beaucoup de questions sur les fruits de mer, le foie gras, les volailles. Quelles peuvent être les contre-indications ? Sur le foie gras, il n'y a pas de contre-indication, mais il y a simplement la notion de la quantité. Puisque c'est un plat extrêmement gras, et ça, il faut rappeler que si on n'est pas habitué à manger gras, on va voir arriver dans l'estomac et dans l'intestin une quantité de graisse très importante au cours de ces repas de fête, et évidemment, nous n'avons plus la capacité, dirons-nous, biliaire, de sécréter suffisamment de bile pour pouvoir absorber toute cette graisse. Donc on va avoir ce que les Français appellent, mais qui n'existe pas, ça s'appelle la crise de foie, mais ce n'est pas une crise de foie, bien sûr, ça on le sait depuis longtemps, c'est simplement une réaction digestive qui peut être douloureuse, qui peut entraîner des diarrhées, suite à une consommation de graisse trop importante par rapport à ses capacités de pouvoir les absorber. Sur les fruits de mer, est-ce qu'il n'y a pas parfois des risques d'allergie ?
Alors, si vous n'êtes pas allergique spécialement aux fruits de mer, vous ne serez pas plus allergique ce jour-là. Si vous consommez des huîtres, des palourdes, des bulots, vous n'allez pas faire une allergie. Non, ce n'est pas... Il faut vraiment que le terrain allergique soit se révèle à la suite de cette consommation, soit existe déjà, et dans ce cas-là, il faut éviter de manger ces fruits. Alors, certains de nos internautes ont dû avoir des souvenirs un petit peu compliqués de certains réveillons. Si l'on n'aime pas ce qui est proposé à table, est-ce qu'il faut se forcer? Est-ce que se forcer, ça peut avoir des effets négatifs sur l'organisme? Se forcer, c'est jamais très bien. C'est jamais très bien parce que lorsqu'on se force à manger quelque chose, on peut avoir des réactions d'intolérance en fait à ces aliments. Bon. Alors, on ne sait pas si c'est à la fois psychologique, c'est parce qu'on n'en a pas envie et donc on ne le supporte pas bien. C'est pour vous faire remarquer, votre corps vous parle en vous disant vraiment je ne veux pas ça, donc tu vas le payer un peu. Mais en tout cas, ce n'est pas une bonne idée. Si vous n'aimez pas, ne mangez pas l'aliment que vous n'aimez pas. Est-ce que l'on peut tout mélanger? C'est quoi le menu idéal pour un repas de fête? Est-ce qu'on peut avoir des fruits de mer, de la viande, du poisson, de la viande? Est-ce que tout ça est complètement compatible? J'allais dire, on peut tout manger, mais il faut avoir une stratégie. Cela dépend ce qui se passe avant. Si par exemple, vous faites attention à votre poids, et vous allez arriver au repas de fête et vous allez faire plusieurs repas de fête où vous allez manger beaucoup, vous allez cette fois-ci prendre un petit peu de graisse obligatoirement et vous allez grossir un peu. Bon. Ça, c'est le premier point. Donc, la stratégie pour ces gens-là, c'est de se dire, avant les fêtes, je mange comme je mange d'habitude, je ne change rien. Et au cours des 3 fêtes en général que l'on a, je vais manger effectivement un petit peu plus librement, comme j'en ai envie. Mais je ne vais pas me goinfrer, je ne vais pas pousser à en manger plus que ma faim. Et puis, il y a aussi le fait que si on fait attention à son alimentation avant, là aussi, l'arrivée d'une quantité de graisse très importante va provoquer vraiment un très très mauvais souvenir au cours de cette nuit qui va suivre. Donc, c'est vraiment une question de stratégie. Pour la boisson, on dit souvent que c'est pas forcément très très bon de mélanger le vin rouge, le vin blanc. Parfois, il y a du champagne pour commencer la soirée ou pour commencer le déjeuner. Quels sont les mélanges qui posent problème? Normalement, il n'y a aucun mélange qui pose problème, sauf cas particulier. C'est toujours la même chose. Il y a des gens qui ne supportent absolument pas le vin blanc. Il y en a d'autres qui ne supportent absolument pas le mélange entre le rouge et le blanc. Mais il n'y a aucune réalité scientifique à ça. Ce sont simplement des sorte d'intolérance individuelle que chacun connaît plus ou moins parce qu'il l'a expérimenté et qu'il ne faut pas essayer de reproduire parce qu'il y aura forcément les mêmes effets. Une question très pratique, pour limiter la consommation d'alcool, faut-il limiter le nombre de bouteilles proposées sur la table? Non, mais je crois qu'il faut essayer de ne pas pousser les gens à boire. C'est-à-dire que, généralement, par courtoisie et aussi par, dirons-nous, générosité, on va systématiquement vouloir remplir un verre de vin lorsqu'il est vide. Dans ces moments-là, de fait, ce n'est pas une très très bonne idée. Pourquoi? Parce que dès que vous avez un verre en face de vous, sans vous en apercevoir, vous allez boire. Donc au bout d'un moment, vous avez une dose d'alcool que vous avez ingérée et au-delà de cette dose d'alcool, vous allez mal vous sentir. Donc ce n'est pas la peine de pousser les gens à boire plus, laissez-les leur demander du vin, parce que dans ce cas-là, ils sont beaucoup plus capables de doser leurs limites en fait alcooliques. D'accord, donc ce n'est pas forcément une faute de maître ou de maîtresse de maison de ne pas remplir. Le premier verre, on le remplit bien sûr, mais pour les autres verres, il vaut mieux attendre. Une question qui est liée à des informations récentes sur la qualité des aliments et notamment ces poissons vendus dans la grande distribution qui pour beaucoup viendraient d'élevages pas forcément très très naturels. Comment bien choisir ces aliments et notamment tous les produits de la mer? Est-ce qu'il y a des labels qu'il faut aller rechercher? Est-ce qu'il y a des précautions à prendre? Pour les labels de la mer, d'abord tout dépend si vous avez un poissonnier en qui vous avez confiance ou non. Ça c'est la première des qualités. Le poissonnier sait mieux d'où vient un petit peu son approvisionnement. En général, pour la région parisienne, il se base de Rungis pour faire ses achats. Mais à Rungis, on a, dirons-nous, un étiquetage très précis et une provenance
exact de ses arrivages. Donc lui, il peut savoir un petit peu comment ça se passe. Après, quand vous allez dans des grandes surfaces, c'est beaucoup plus flou. Parce que là, vous avez des indications, mais qui ne sont absolument pas précises. Donc je dirais que pour ces moments de fête, où vous cherchez des produits de qualité, où vous cherchez des labels, si c'est possible, mais aussi une origine qui vous rassure, il vaut mieux s'adresser à un vrai professionnel de ce métier. Privilégier le petit commerce. Le poissonnier, oui, le poissonnier. Question sur les fruits de mer et notamment sur les huîtres. Un plateau d'huîtres par personne, c'est combien ? C'est 6, c'est 12, c'est beaucoup plus ? Cela dépend. D'abord, cela dépend si on fait attention à son alimentation ou non. Si on fait attention à son alimentation, il ne faut pas dépasser 2 douzaines. Hein, bon. Par personne. Par personne. Hein, pour l'ensemble qui représente l'entrée et le plat principal. Si vous êtes uniquement sur le plat principal, il ne faut pas dépasser 18 huîtres. Bon. Si vous ne faites pas attention à votre alimentation, que vous adorez les huîtres et que vous les supportez très bien, vous pouvez en manger plus jusqu'à ce que vous n'ayez plus faim. En plus, ça va dépendre de la taille de l'huître. Vous avez des huîtres qui sont plus grasses, d'autres qui le sont moins. Les huîtres qui sont plus grasses vont vous donner un rassasiement plus précoce que les huîtres qui le sont moins. Les symptômes d'un repas trop riche, c'est quoi ? Le premier symptôme d'un repas trop riche, ça va être une sensation de réplétion gastrique. C'est-à-dire, vous avez un ventre qui gonfle, vous avez un abdomen qui commence à gargouiller, et la deuxième étape, c'est que vous pouvez avoir des douleurs. Bon. La troisième étape, ce sont les nausées qui arrivent et qui bloquent complètement l'ingestion d'aliments. Le quatrième, vous le connaissez, c'est les suites. Absolument. Donc il vaut mieux s'arrêter avant de commencer à rencontrer. Quand vous sentez ces petits troubles. Vraiment cette espèce de réplétion gastrique que vous avez, vous sentez qu'il faut attendre. Et là, il faut attendre une demi-heure, 3/4 d'heure avant de pouvoir remanger. J'ai une question un peu générale, qu'on va un peu développer avec d'autres questions plus précises, mais on est barbouillé le lendemain, que faire ? Alors, quand on est barbouillé le lendemain, oui, c'est souvent dû à l'alcool, plus qu'aux aliments, sauf si on a consommé des aliments très gras, un foie gras en entrée, un tourneau de Rossini au milieu, beaucoup de fromage et une forêt noire à la fin. Là, effectivement, il y a un risque. Bon, mais autrement, ce qu'il faut faire, c'est boire. Voilà. Si on a bu trop d'alcool, si on n'est pas bien, il faut boire énormément. Quelle quantité énormément? Ça veut dire quelle quantité? Il faut boire 2 litres, mais pas uniquement d'eau. Il faut boire plutôt une tisane comme la menthe. La menthe a un effet digestif à haute dose. Vous prenez de la menthe fraîche ou de la menthe séchée et en feuilles. C'est plus efficace que les sachets de menthe que vous pouvez trouver dans le commerce. Et vous laissez infuser 5 minutes. Et effectivement, il y a un effet digestif qui facilite en fait cette sensation, la disparition de cette sensation de lourdeur. Les enfants participent évidemment au repas de fête. Comment on les gère? Est-ce qu'ils peuvent manger la même chose que les adultes? Est-ce qu'on doit préserver un peu les quantités? Alors, souvent, un certain nombre de plats qui peuvent poser problème pour les enfants. D'abord, souvent, les enfants n'aiment pas tout à fait ce que les adultes aiment. Donc déjà, très souvent, on leur prévoit quelque chose. S'ils aiment ce que les adultes mangent, alors oui, profitons-en. C'est le moment aussi de faire découvrir des plats qu'on ne va pas manger tous les jours. Et c'est une bonne, finalement, introduction à la culinarité. Parmi les traditions du réveillon, il y a les bonnes résolutions. Et les bonnes résolutions, c'est cette année, je vais faire du sport. Est-ce qu'on peut se mettre au sport dès le lendemain matin pour se décrasser, en quelque sorte? Oui, alors je dirais qu'il ne faut pas faire un sport trop violent. Il faut se rendre compte qu'un repas très abondant et un repas qui a duré très longtemps, c'est une épreuve pour l'organisme. C'est presque une épreuve physique. C'est un marathon pour notre corps. Donc le réveillon, c'est déjà du sport. C'est déjà du sport. Donc je pense qu'il ne faut pas se précipiter le lendemain, surtout que les dispositions qu'on peut prendre, c'est sur le long terme. C'est surtout d'avoir une activité physique qui est régulière et sur le long terme. Lorsqu'on est à la montagne, est-ce qu'il est raisonnable de partir faire une journée normale de ski le lendemain d'un réveillon? Ah oui, tout à fait. On peut tout à fait partir le lendemain, si on se sent bien, bien sûr. On peut tout à fait partir toute la journée, faire du ski, ça ne pose aucun problème. Quels sont les aliments à privilégier dans les jours qui suivent ces repas un petit peu copieux? Eh bien, contrairement à ce qu'on pense, parce que souvent les gens, finalement, se mettent à la diète
après. Eh bien, il ne faut pas le faire. Ni avant ni après, donc. Oui, ni avant ni après. On peut manger plus légèrement. Le repas pourrait être 2 tranches de jambon, une salade, un yaourt et un fruit. Mais il est important de nourrir l'organisme. Alors pourquoi ? Parce que l'organisme n'arrête pas de travailler 24 heures sur 24 en synthétisant des milliers et des milliers de substances. Il a donc besoin d'un ravitaillement régulier. S'il voit qu'il y a des disparités dans l'apport nutritionnel, à ce moment-là, il va légèrement changer son métabolisme et c'est là où on risque de prendre plus de graisse à stocker. Quelle est l'efficacité des produits drainants, spécial détox, enfin, tous ces produits Ces produits détox n'ont aucun intérêt et ne marchent pas. C'est-à-dire que vous n'avez pas... Vous savez, notre organisme, il s'est très bien détoxifié. Nous avons un foie, nous avons un rein qui ont un travail considérable pour éliminer ce qui ne lui convient pas. Il marche très bien et il n'y a aucun produit, quel qu'il soit, qui permette d'améliorer ce rendement. Alors pour ces périodes de l'année, on pense souvent, nous disent les internautes, à ce qu'on appelle les remèdes de grand-mère. Alors il y a quelques légendes, ou pas de légendes d'ailleurs, qui circulent. On dit que manger des œufs, ça permet de récupérer. C'est vrai ? Non, absolument pas. Ça ne permet pas de récupérer, mais l'œuf est un très très bon aliment. On peut en manger le lendemain d'une fête, mais ce n'est pas ça qui va aider à récupérer. Et on dit aussi que boire un verre d'huile avant un repas copieux, ça facilite la digestion et l'assimilation. C'est ce que je pensais moi aussi il y a quelques années. Et en fait, il y a une étude scientifique qui est parue et qui a montré que ça n'avait strictement aucun effet. Pourtant, c'était une idée assez, dirons-nous, séduisante. Parce qu'on peut penser que quand on prend un petit peu d'huile avant, on va sécréter de la bile et on va permettre une meilleure digestion. Mais ce n'est pas vrai, donc je suis revenu sur mes propos. Donc oubliez le verre d'huile. Oui. Est-ce que c'est bien de sauter un repas au moins le lendemain pour essayer d'être un peu plus léger en termes d'alimentation ? Ce n'est pas bien de sauter un repas, tout simplement, toujours pour la même chose, l'organisme a besoin de nutriments, il faut lui donner un minimum de nutriments pour qu'il ne voit pas de discontinuité dans l'approvisionnement. Un certain nombre d'internautes nous disent qu'ils ont des problèmes de santé un peu chroniques, diabète, hypertension. Est-ce que ça nécessite une attention particulière à ce moment-là en termes de choix des aliments, du rythme d'alimentation ? Certainement. Pour la personne qui a un diabète, il faut qu'elle fasse attention dans la mesure où elle ne doit pas faire une surcharge trop importante en graisse ou en graisse ou en sucre. Pourquoi ? Parce que cette personne-là est souvent plus fragile du point de vue métabolique. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui a un diabète pourrait augmenter ses triglycérides de manière assez importante. Et c'est vrai que l'augmentation brutale des triglycérides peut avoir des inconvénients au niveau du pancréas. Cela existe et il faut s'en prémunir. Une deuxième chose, c'est que les quantités de sucre que l'on va manger seront beaucoup moins bien gérées par l'organisme si elles sont très importantes, malgré les médicaments qu'on peut prendre. Donc là aussi, il faut être raisonnable dans ces quantités, mais sans se priver. On va se prendre aussi son dessert, mais peut-être pas 2 ou 3 fois. Si on suit un traitement médicamenteux, quelles sont les précautions à prendre avant et pendant les repas de fête ? Voilà, avec quel type de traitement ces repas Alors, on n'a pas parlé tout à l'heure justement de l'hypertension artérielle. Chez l'hypertendu, c'est vrai que les quantités de sel, lorsqu'elles sont très importantes, peuvent augmenter sa pression artérielle. Quand on prend des médicaments, si effectivement on prend des diurétiques, c'est un petit peu... quand on prend un diurétique, on est un petit peu prémuni, puisqu'on va effectivement éliminer plus facilement. Bon. Autrement, il n'y a pas de contre-indication particulière entre les aliments, sauf ce que les gens savent pour les antivitamines K, effectivement, tout ce qui est chou et tout ça, mais il n'y a pas de consigne particulière par rapport à des médicaments qu'on prendrait pour ce jour-là. Une question assez amusante. Pour la bûche, gâteau ou glace ? Bon, ça, c'est comme on veut. En tout cas, le gâteau va être plus crémeux, va être un petit peu plus gras que la glace, même si c'est une bûche glacée, qui sera peut-être un petit peu moins chargée en lipides. Mais ça ne jouera absolument pas ça n'aura aucune conséquence ni métabolique, ni sur le poids. La sensation de soif après un repas copieux, est-ce que c'est normal ?
Alors oui, c'est normal parce qu'on a mangé beaucoup plus de sel. Donc on a besoin de plus d'eau et il faut boire abondamment au cours de ces repas et après ces repas. Ça, c'est très important. En plus, l'alcool déshydrate beaucoup le corps, donc on a besoin de boire beaucoup d'eau. D'ailleurs, je conseille aux gens, quand ils sont à table, de prendre un verre d'eau, un verre de vin, d'alterner entre la boisson alcoolisée et l'eau. Et puis une question qui sera la dernière, puisque nous allons arriver au terme de cette émission. La pharmacie du lendemain de fête, c'est quoi? Oh, alors là, il y a eu énormément de préceptes sur la pharmacie. Des produits pour la digestion. Avant, on prenait de l'Alka-Seltzer, on prenait de l'oxyboldine, on prenait des tas de médicaments. En fait, ces médicaments arrangent peu de choses. Le mieux, c'est vraiment de boire abondamment, de prendre des tisanes et particulièrement de la menthe. Et avec le temps, quelques heures, tout s'arrangera et on pourra reprendre le cours normal de sa vie. Tout s'arrangera, on va essayer de terminer sur ce bon conseil et sur ce bon argument. Autre chose qu'il est important de préciser, en cas d'excès en termes de boissons, évidemment, soyez raisonnables, ne prenez pas la route, ne prenez pas votre voiture, restez chez vos amis, dormez à l'hôtel, restez chez vous, mais en tout cas pas d'imprudence. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci Patrick Serog pour les réponses que vous nous avez apportées. Merci à vous pour votre participation et votre fidélité. Et puis bonne fête à tous et rendez-vous avec Questions aux experts en 2019. Au revoir.